Bonsoir à tous, événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture en continu de la guerre au Moyen-Orient qui entame sa deuxième semaine. Il s'agit d'un conflit multidimensionnel aux conséquences dramatiques à bien des égards. Sur le terrain militaire, le statu quo l'emporte toujours. Les frappes de l'axe formé par Washington et l'entité sioniste sur l'Iran se poursuivent. Le bilan des victimes côté iranien atteint près de 1400 morts, tandis que l'agression sioniste sur le Liban prend également de l'ampleur. L'on dénombre pour l'heure plus de 300 martyrs. De l'autre côté, la riposte iranienne se concentre sur les bases et points névralgiques américains et sionistes dans la région, ainsi que sur plusieurs zones des territoires palestiniens occupés avec, à la clé, plusieurs morts et blessés rapportés par des sources médiatiques concordantes et des dégâts matériels importants. Mais en filigrane de cette guerre, c'est bien la situation géopolitique et économique de la région qui inquiète la communauté internationale. La menace d'un embrasement général plane toujours. Elle est portée par un discours plutôt offensif des États-Unis à l'égard de l'Iran, laissant peu d'espace à la fenêtre diplomatique. Une situation grandement marquée par le silence assourdissant de l'ONU et des membres du Conseil de sécurité. Restez avec nous, nous allons développer tous ces points et bien d'autres avec nos invités sur le plateau et derrière l'écran dans un tout petit instant. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de cette édition spéciale Dr Mohamed Bacha. Vous êtes docteur d'État en macroéconomie, ancien ministre de l'Industrie en Algérie. Bonsoir, docteur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, avec plaisir. En face de vous, vous avez Mahdi Boukaouma, expert en relations internationales. Merci Mahdi de nous avoir rejoints ce soir. Merci de l'invitation, Sahaf Torkom. De l'autre côté de la Méditerranée, nous rejoint depuis Genève en Suisse Miret Zeki, journaliste à Blick. Bonsoir Miret, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Faisal Izdaren, docteur en sociologie politique, nous rejoint quant à lui de Paris. Bonsoir Faisal, merci d'être avec nous. Bonsoir Sahar Mdankom et merci pour l'invitation. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Ashraf Laïdi, expert international en marché financier, qui nous rejoindra depuis Londres. Mesdames et messieurs, je vous propose de commencer sans plus tarder ce débat avec cette question générale. Mahdi Boukaouma, quels sont les enseignements que vous tirez de cette première semaine de cette guerre multidimensionnelle plutôt globalisée au Moyen-Orient? Si on parle aujourd'hui ce conflit maintenant qui était régional au début, maintenant il s'internationalise. Et surtout si on fait un bilan d'une semaine de conflit, ce qui est très dangereux pour la situation sécuritaire au niveau régional, c'est surtout l'insertion de nouveaux acteurs et l'élargissement du conflit. Surtout si vous parlez sur le point géopolitique et surtout régional, sur la géographie, au début c'était trois parties qu'il y avait, c'était l'Iran, les États-Unis et l'entité sioniste. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a de nouveaux acteurs et surtout l'insertion de nouveaux pays dans ce conflit. Vous avez bien parlé de votre introduction sur le Liban. On a vu aussi qu'il y a eu des frappes sur la Turquie, sur l'Azerbaïdjan. Là, c'est très dangereux parce que l'élargissement géographique de ce conflit... Des frappes non identifiées sur la Turquie. Non, je parle des répercussions de ce conflit, qui est très très dangereux, c'est l'escalade. Parce que maintenant, on sait le début de cette guerre, mais on ne connaît pas la fin. Ouais. Et surtout, maintenant, le plus grand défi, c'est comment il y aura la médiation politique ou les négociations, et surtout qu'on va y aller à l'escalade, et surtout, ce qui est très dangereux, c'est l'insertion de nouveaux acteurs régionaux et internationaux. Parce qu'on voit aussi, il y a de nouveaux acteurs internationaux qui voudraient s'immiscer dans des accords bilatéraux entre les pays du Moyen-Orient et certaines puissances étrangères. Là, c'est très dangereux, parce que plus il y a de nouveaux acteurs, plus le conflit devient complexe. Et la complexité de ce conflit, c'est comment le résoudre. Parce que tôt ou tard, il devra y avoir une médiation politique ou des négociations. Mais le truc le plus dangereux, c'est l'escalade. Et maintenant qu'on n'est plus la limite de ce conflit. Parce qu'avec l'insertion, et aussi il y a la dimension politique, civilisationnelle, religieuse et surtout économique.
Parce qu'on voit ce qui se passe maintenant, c'est l'affolement des marchés. Il y a l'expert en économie, il va mieux parler sur ça. Mais sur le plan politique et surtout l'analyse des conflits, c'est un truc basique en relations internationales. S'il y a un conflit régional et il y a l'internalisation de ce conflit, là, c'est très dangereux pour la sécurité internationale. On dépasse le niveau régional et on va vers l'internationalisation de ce conflit. Et là, c'est très dangereux pour la sécurité internationale et la paix mondiale. Merci Mehdi Boukaouma. Docteur Bacha, une semaine depuis le déclenchement de cette guerre que vous avez suivi de près, j'imagine. Quels sont les enseignements que vous tirez de votre côté? Et les enseignements, disons, sont assez nombreux. Ça met en évidence l'importance de la zone du Moyen-Orient par rapport aux ressources qu'elle recèle et par rapport à l'enjeu qu'elle constitue pour les puissances à l'échelle mondiale. On sait qu'en termes d'analyse géopolitique, le conflit globalement à l'échelle mondiale, c'est entre, disons, l'Est et l'Ouest, entre l'Occident et la Russie globalement, qui est considérée comme étant le heartland des relations internationales. Et toutes les politiques occidentales, américaines depuis une trentaine d'années, ou peut-être un peu plus, consistent à contrôler la ceinture qui tient la Russie dans ses limites, et l'URSS qui a disparu donc, avec perte et fracas. La Russie constitue encore un acteur dominant qui n'a plus la puissance d'antan, mais qui reste quand même un acteur extrêmement important. Et le jeu qui se fait au Moyen-Orient, c'est le jeu du containment, c'est-à-dire de contenir la puissance russe et l'ensemble de ses éventuels relais dans la région. Le deuxième enseignement, c'est que, en plus du fait que c'est une zone historiquement à conflit, l'énergie reste le nœud gordien des relations internationales. C'est une zone qui regorge de pétrole et de gaz, et c'est un passage, c'est un lieu qui alimente le marché mondial à près de 30 à 40% entre pétrole et gaz. Ouais. Et donc c'est un endroit extrêmement géostratégique et important pour l'ensemble des acteurs, dont les effets ne sont pas seulement pour les pays de la région, mais pratiquement pour l'ensemble de l'ancien monde, pratiquement. Donc Afrique, Europe, Asie, sur l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. Et l'approvisionnement en pétrole constitue l'enjeu majeur du développement de tous les pays maintenant qui ont dépassé le stade d'émergence, comme la Chine, l'Inde et avec eux le Japon. Donc l'enjeu est extrêmement important et les effets ne sont pas simplement circonscrits à la région, mais s'étendent maintenant à l'ensemble de la planète. Donc l'énergie constitue véritablement, et ce conflit le renouvelle comme étant le véritable nœud gordien des relations internationales. Le deuxième enseignement que l'on peut tirer, à mon sens, c'est un peu l'interdépendance de toutes les économies mondiales. Un effet, même si on se pense indépendant, par exemple les États-Unis peuvent être considérés comme étant maintenant indépendants sur le plan énergétique, puisqu'ils ne dépendent pas fondamentalement des ressources pétrolières de la zone, mais les effets que ça peut avoir indirectement par rapport peut-être à une récession en Chine et à une récession globale de l'économie mondiale peut avoir des effets importants sur un pays comme les États-Unis, et ça sera un peu comme l'arroseur arrosé. Ouais. Donc c'est que l'économie mondiale n'est pas une économie à somme nulle. C'est un système à somme non nulle. Donc on peut très bien avoir deux protagonistes qui rentrent en conflit et les deux sortent perdants. Et dans ce jeu-là, effectivement, on peut penser que tous les protagonistes vont subir des pertes économiques, commerciales, peut-être militaires importantes, dont personne ne sortira indemne. Très bien, merci Dr Bacha. Miret Zaki, même question. Quels sont les enseignements que vous tirez, quant à vous, après ces 7-8 jours désormais, après l'éclatement de cette guerre au Moyen-Orient? Alors, on assiste à un test en grandeur nature de la puissance prétendue
de certains pays versus de leur puissance réelle sur le terrain. Et je trouve que par rapport à tout ce qu'on aurait pu imaginer que les États-Unis et Israël étaient capables de faire en termes, étant les deux, je veux dire, puissances nucléaires parmi les plus grandes ou même les plus puissantes au monde, face à un pays qui depuis des décennies subit un embargo mortel finalement, qui nuit énormément à son économie, à sa population, je trouve que l'Iran se maintient quand même relativement bien et riposte même et rend la région dangereuse et donne le change face à des milliers de frappes. On pense qu'il a reçu 4000 à 6000 frappes là, en une semaine des États-Unis et d'Israël. Si on est dans le rapport de force entre ces deux parties adverses, déjà, on peut dire que pour l'instant, la capacité des Américains combinée aux Israéliens ne vérifie pas l'hypothèse d'une puissance capable de décimer un pays comme l'Iran en quelques jours. Ça va prendre plus longtemps. Évidemment, l'Iran n'est pas aussi seul qu'il en a l'air. On sait que la Russie, qui a pourtant intérêt pour l'instant à rester en retrait, Oui. ou même la Chine, contribuent quand même au niveau des renseignements par satellite. Elles sont quand même présentes, évidemment. L'Iran est pour elles une source de pétrole et aussi d'armement, un allié de premier ordre dans la région. Évidemment qu'elles n'allaient pas laisser faire complètement. Même si, par ailleurs, la Russie, par exemple, elle a eu une levée de quelques sanctions pour pouvoir exporter plus de pétrole parce que les États-Unis sont tellement sous pression avec la flambée du... Mais on va parler après du prix du pétrole. Mais disons que l'Iran a de l'aide, mais on peut déjà faire un constat, c'est qu'il tient devant deux puissances extrêmement agressives, extrêmement dangereuses, qui sont à leur force maximale aujourd'hui. Et ça, déjà, ça veut dire quelque chose. Merci Mirat Zaki. L'on apprend à l'instant que des frappes sionistes ont lieu en ce moment même sur les villages d'Aïnata et Wadi Salougi au sud du Liban. Voilà donc à vous Faisal Isdaren de répondre à la même question. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette première semaine de la guerre? En fait, la première leçon, le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est une évidence. C'est que on peut facilement entrer dans une guerre ou déclarer la guerre à une autre partie. Par contre, déclarer une guerre, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Oui. C'est-à-dire, on ne saura jamais comment l'achever ou comment la finir. Même si beaucoup d'experts, d'observateurs ont misé sur la supériorité aérienne et de renseignements combinés des États-Unis d'Amérique et de l'antisésionique, qui est écrasante et immédiate aussi. Par contre, la nouveauté ou bien la surprise, elle est du côté iranien où elle a misé, et là on le constate réellement et avec des preuves, qu'elle a misé depuis longtemps sur son système de missiles balistiques. Oui. Chose qui est quand même loin d'être atteinte parce que, comme l'a rappelé l'un de nos collègues invités, les reliefs ou bien la géographie de l'Iran, elle est très très difficile, périlleuse pour des interventions à grande envergure. Et aussi, il y a un fait qui est très très marquant dans cette guerre, c'est que l'on est devant une nouvelle génération de guerre, paradoxalement, où on voit par exemple l'Iran qui envoie des drones Shahed 136 par exemple, qui coûtent $20 et qui est intercepté par des missiles du système THAAD ou autres qui coûtent de 2 à 4 millions de dollars. Donc c'est une guerre d'usure. On est dedans, dans une guerre d'usure. Et comme l'a rappelé aussi notre invité, c'est que si on parle du risque d'enlisement et d'extension qui reste très fort, on y est vraiment dedans.
Merci Faisal. L'on apprend également qu'un troisième missile passe par l'espace aérien de la ville jordanienne de Aqaba en ce moment même en direction du Naqab dans les territoires palestiniens occupés. Mehdi Boukaouba, autre question désormais. Il semblerait que la région, vous l'avez dit, s'achemine tout droit vers une escalade qui s'inscrit peut-être dans le temps. Je rappelle que le porte-parole des gardiens de la révolution iranien a déclaré aujourd'hui, je cite, « Nous sommes prêts à une guerre de 6 mois minimum sur le même rythme ». Il convient de rappeler également que cette guerre contre l'Iran n'a toujours pas d'objectif clair et défini, si ce n'est de faire vaciller l'ordre mondial international. Dans quelle doctrine militaire, Mehdi Boukaouma, et dans quelle théorie des relations internationales s'inscrit cette guerre ? Dans l'analyse des sciences politiques et relations internationales, on ne peut pas appliquer une théorie ou une approche parce qu'aujourd'hui, c'est un conflit très complexe au Moyen-Orient. Surtout depuis 2023, on est rentré dans un cercle vicieux de conflits avec ce qui s'est passé à Gaza en 2023. Et surtout, il faut le rappeler, avec la guerre d'Ukraine 2022, 2023, il y a des dates clés dans l'ordre mondial. Il ne faut pas dissocier ce qui se passe en Europe, ce qui s'est passé en Amérique latine, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Afrique. Parce que maintenant, vous avez parlé qu'on est en pleine transition d'un accouchement d'un nouvel ordre mondial. C'est pour ça qu'on voit ces crises un peu partout dans le monde, surtout dans le sud global. Et c'est là qu'on peut revenir, surtout que vous parlez de conflit avec l'Iran. Si on fait un bilan sur les 60 dernières années, vous l'avez rappelé dans votre introduction, parce que le grand hic maintenant, c'est quel rôle pour l'ONU ? Oui. Surtout les institutions internationales. Parce que, je vais revenir sur un truc. Depuis 1945, il n'y a pas d'hyperpuissance qui a gagné une guerre. Premièrement. Surtout, depuis la fin de la guerre froide, on voit qu'il y a des guerres non asymétriques. Et surtout, c'est l'hyperpuissance face à un État qui a été boycotté et sous embargo pendant 40 ans, qui fait face à une hyperpuissance. Il y a l'élargissement, il y a beaucoup d'acteurs, d'insertion. Et là, on voit qu'il n'y a pas de solution pour ce conflit parce qu'on a parlé d'une intervention d'une semaine. Finalement, on passe d'une semaine, on va vers la deuxième semaine, on peut aller vers une année, 2 ans, parce qu'on voit ces conflits, ces guerres on parle d'une intervention chirurgicale, mais au bout d'une année, 2 ans, 3 ans. Là, ce que j'ai dit, je le redis, on a connu, il y a le monde d'avant le samedi 27 février et il y a le monde d'après 27 février, surtout au Moyen-Orient. Et maintenant, personne ne peut prédire la fin de ce conflit. Et surtout, s'il y a une intervention terrestre là, ça va être très très grave pour l'avenir sécuritaire. Voilà, c'est très dangereux. Et surtout maintenant, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui appellent à réformer l'ONU. Maintenant, on voit que finalement, il n'y a pas de consensus au niveau du Conseil de sécurité. Premièrement, il y a un non-respect du droit international. Finalement, toutes les institutions et la doctrine des relations internationales qui a été construite après 1945 et les institutions de Bretton Woods, mais finalement, elles ne peuvent pas faire face à ces nouvelles crises. Parce que le contexte où elles ont été créées, c'était l'après 1945 et l'après 1990. Mais maintenant, le monde, depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, il a beaucoup changé. Il y a de nouveaux acteurs. Maintenant, il y a l'Occident et le Sud global. Et le Sud global, il englobe l'Afrique, l'Asie, la Russie. Et il y a l'Occident. Et surtout maintenant, si on parle du conflit iranien, il n'y a pas juste l'enjeu du nucléaire. Il y a l'enjeu économique et surtout, il y a l'enjeu de la Chine, de la Russie. Le docteur, votre invité l'a bien rappelé, c'était le cœur du monde. C'est la doctrine de Brzezinski quand il parle, c'est la région du monde. Oui. Celui qui tiendra le Moyen-Orient, l'Eurasie tiendra le monde. L'Eurasie, exactement. Et surtout, il faut rappeler qu'il y a la route de la soie. Oui. Il y a beaucoup de paramètres qui ont changé au niveau régional. Tout ça entre dans le nouvel ordre mondial. Maintenant, cet ordre mondial a commencé la transition depuis 2022 avec la guerre d'Ukraine. Il y a eu 2023 Tofan al-Aqsa, et maintenant il y a ce conflit, il faut rappeler le conflit de 12 jours, et aujourd'hui on est rentré dans un cycle de conflit qui va accoucher sûrement d'un nouvel ordre mondial, et surtout la solution la plus rapide, c'est la réforme de l'ONU et faire des institutions qui sont adéquates avec la situation géopolitique au niveau régional et international.
Très bien, merci Madebouka. Au Mali, on vient d'apprendre, mesdames et messieurs, que 2 martyrs sont signalés dans un raid sioniste sur le village de Kfar Ramman dans le sud du Liban. Et également, les alarmes retentissent dans la région de Masghar al-Jalil, Masghar Am dans al-Jalil al-A'la, dans les territoires palestiniens occupés. J'enchaîne directement avec vous, Miret Zaki. Le ministère de la Défense britannique a annoncé aujourd'hui que les États-Unis ont commencé à utiliser des bases britanniques pour des opérations, je cite, défensives spécifiques afin d'empêcher l'Iran de tirer des missiles dans la région, ce qui met en danger des vies britanniques. Fin de citation. De son côté, le président iranien, vous l'avez sans doute suivi, Miret Zaki, s'est engagé aujourd'hui à ne pas cibler les pays voisins, sauf en cas d'attaque, a-t-il dit. Qu'est-ce que l'Europe a à gagner ou à perdre en se mêlant, s'immisçant à cette guerre, même si son principal instigateur, à savoir les États-Unis et l'entité sioniste, restent des alliés européens avant toute chose? Alors évidemment, c'est un gros dilemme pour les Européens qui sont censés quand même avoir une idée du droit international, être les défenseurs, les dépositaires de certaines valeurs de l'après-guerre, ces valeurs dont nos collègues ont dit qu'elles étaient effectivement en train de s'effondrer. Mais le calcul est très difficile parce que la Grande-Bretagne, par exemple, fait partie de l'OTAN. L'OTAN est très très offensif, est extrêmement du côté d'Israël et des États-Unis. Monsieur Rutte l'a déjà dit clairement. La France est hésitante, mais elle a aussi envoyé un porte-avions juste pour montrer qu'elle est quand même présente. Donc, ils vont rester dans cette ambiguïté qui culmine avec la Suisse et sa fausse neutralité. Nous, en Suisse, on est de moins en moins neutre, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses pressions de l'OTAN sur les pays européens de contribuer pour essayer d'être du bon côté de l'histoire. On ne sait jamais. Peut-être que le projet se réalise et finalement, la balance penche très clairement en faveur d'Israël et des États-Unis. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui sur les terrains. Oui. Comme je disais tout à l'heure, on a ce test en grandeur nature qui ne s'avère pas extrêmement concluant pour l'Occident, tout comme en Ukraine, il n'avait pas été concluant. Il faut rappeler que cette guerre en Ukraine ne s'est pas soldée du tout dans le sens prévu par l'OTAN et ses alliés. On a de nouveau eu un pays sous sanction, qui était la Russie, sous sanction maximale, comme l'Iran, attaqué par l'Ukraine, qui est plus faible, certes, mais qui est soutenue par 40 pays de l'OTAN qui l'ont armé, entraîné, financé, et qui n'ont quand même pas réussi à prendre le dessus. C'est pour ça qu'effectivement, l'ordre mondial est en train de basculer. Mais c'est pas du tout ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? On entend beaucoup de propagande de guerre. Ici, on entend des déclarations extrêmement virulentes de la part de Trump, de Netanyahou, qu'ils vont infliger des frappes maximales, à y aller de toute leur force. Netanyahou c'est un peu impatienté aujourd'hui encore. Trump a promis d'éradiquer, ou c'est Netanyahou qui a promis d'éradiquer les mollahs, et Trump a dit qu'ils auraient une méthode très très bien planifiée pour prendre le contrôle. Mais pour l'instant, c'est que des paroles, évidemment, c'est ça les guerres aussi. Mais la réalité du terrain, c'est que on a un basculement aujourd'hui qui penche aussi vers ce sud global qui est en train de montrer sa capacité à contrôler des ressources, des détroits majeurs comme le détroit d'Ormuz, à capter vraiment des richesses commerciales à travers des alliances, vu que l'Iran est quand même dans une alliance très puissante, si on pense à la Chine et à la Russie. Et tout ça montre que les tests en temps réel ne sont pas rassurant pour l'Occident. Donc, où est-ce que l'Europe doit se situer? Eh bien, elle bascule parce qu'elle pivote un peu malheureusement, telle une girouette au gré du vent. Elle n'est pas sûre que encore les États-Unis et Israël vont pouvoir réaliser leur dessein. Par contre, pour ce qui est de bombarder énormément de sites en Iran, de faire plus de 1300 victimes maintenant jusqu'ici, ça, ils ont réussi, et ça met le doute dans l'esprit de beaucoup d'Iraniens, parce qu'il faut savoir que la diaspora iranienne, une frange de cette diaspora, était très très favorable à l'occidentalisation de l'Iran, tout comme une frange d'Ukrainiens était favorable à
européisation de l'Ukraine, c'est une guerre idéologique où l'Occident veut connaître une expansion maximale. Le projet du Grand Israël serait évidemment d'avoir un Iran occidentalisé, mené par cette élite qui est la diaspora, qui est en réalité totalement déconnectée des réalités iraniennes, mais très bruyante en Europe et aux États-Unis. C'est une diaspora qui soutient le Shah d'Iran, qui est en réalité une frange que je considère être d'extrême droite parce qu'elle se considère occidentale, elle renie ses racines orientales, elle est plutôt anti-arabe et anti-musulmane, très clairement. Elle ne connaît pas bien son pays, cette diaspora. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, mais ils s'expriment beaucoup en Europe, ils sont très soutenus, très financés. Ils sont aussi ceux qui soutiennent Reza Pahlavi, qui est lui-même le candidat d'Israël affiché, qui a déjà évoqué la possibilité d'un démantèlement de l'Iran, d'une partition du pays. Par exemple, vous voyez que les Kurdes aujourd'hui se battent pour Israël et les États-Unis. Eh bien, on leur a promis un territoire autonome, un État. Ça va se faire évidemment aux dépens d'un grignotage. C'est ce qu'on leur avait promis par le passé, souvenez-vous, Mirat Zaki. Exactement. Dans d'autres pages sombres de l'histoire récente. Pour dire que le vernis de façade victorieux, triomphaliste, il ne faut pas trop y croire parce que sur le terrain, les réalités sont très différentes. Merci Mirat Zaki. Nous allons marquer une courte pause avant de revenir au débat. Juste le temps de vous annoncer que la télévision iranienne vient d'annoncer à l'instant une nouvelle salve de missiles en direction des territoires palestiniens occupés. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Nous sommes de retour dans quelques instants. De retour sur Al24 News pour ce plateau spécial et cette édition spéciale et cette couverture. On continue de la guerre au Moyen-Orient après une semaine de conflits géopolitiques militaires généralisés dans la région du Moyen-Orient. Faisal Esderen, le président Donald Trump vient de déclarer que la Grande-Bretagne commence à peine à réfléchir à l'envoi de 2 porte-avions au Moyen-Orient. Il vient de répondre texto, je cite, jeudi au Premier ministre britannique. Nous n'avons plus besoin de ces porte-avions, mais nous n'oublierons pas cela. Comment réagir à de tels propos, Faisal Esderen? Par quel bout, au final, prendre cette guerre entre des alliés qui n'arrivent même pas à s'entendre sur la manière d'opérer sur le plan militaire? En fait, Trump, il est en train de subir en quelque sorte les conséquences de ces menaces, de ces indélicatesses par rapport aux dirigeants, que ce soit de l'Europe ou de ses alliés proches comme le Royaume-Uni ou bien la France ou l'Allemagne. Parlons en fait de l'Allemagne. Je reprends une déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui disait lors d'une conférence de presse: s'il y a une personne qui pense que l'Europe peut se défendre toute seule, c'est qu'il rêve. C'est que il y a un certain dogme qui s'est installé dans les institutions de l'OTAN, dans beaucoup de pays européens, comme quoi, sans les États-Unis, l'Europe est démunie face à la Chine et face à la Fédération de Russie. Et cela, c'est l'un des plus grands obstacles devant justement une stratégie de défense, une stratégie de sécurité de l'Europe. C'est vrai que cette guerre a été... les Européens et même la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, l'ont pris par surprise. Et on voit que l'Espagne s'est démarquée clairement. de la participation à cette guerre, de l'utilisation de ses bases militaires. Elle a invité même les avions de ravitaillement,
les avions de chasse américains à quitter carrément les bases aériennes en Espagne. On voit que même Keir Starmer, le Premier ministre britannique, le Premier ministre britannique, qui au début pris un recul par rapport à l'approche de Trump, et après, certainement, il y a eu des pressions et tout, mais ça reste que les États-Unis, peut-être... Ça serait peut-être malvenu pour un gouvernement travailliste qui s'est engagé à mener une toute autre politique, loin de la guerre. Souvenez-vous, en 2024, lors des élections législatives en Grande-Bretagne. Tout à fait, tout à fait. Donc, Trump fait cavalier seul. Et même au niveau de l'opinion américaine, l'on constate, on dénonce ce manque de stratégie, ce manque de clarté et cette ambiguïté dans l'embrasement que connaît cette guerre. On parlait de chute de régime comme objectif, mais la dernière sortie médiatique de Rubio, Marco Rubio, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain, déclarait que l'objectif justement de ces frappes était l'anéantissement du système de missiles balistiques iranien. Sachant que les États-Unis, quand ils sont engagés dans cette guerre, ils pensaient mener une guerre, ce qu'on appelait en allemand Blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair, mais apparemment, ça va être une guerre d'usure. Merci Faisal Isdaren. Docteur Bacha, Ali Larijani, on y revient d'annoncer qu'un certain nombre de soldats américains ont été capturés par les forces iraniennes. Docteur Bacha, la dimension géopolitique de cette guerre semble dominer les débats des experts, notamment en ce qui concerne, vous le savez bien, le volet économique, vous l'avez rappelé. À quoi équivaut le poids, docteur Bacha, d'un conflit multidimensionnel pareil à celui auquel nous assistons sur l'ordre géoéconomique international, rappelons-le, un ordre géoéconomique international très fragilisé? Oui, effectivement, la question se pose de manière cruciale. Les enjeux économiques constituaient ce qu'on a appelé la guerre économique entre la Chine et les USA depuis quelques années. Donc c'est une guerre qui est extrêmement profonde, qui ne va pas s'arrêter peut-être à ses seuls aspects liés aux échanges économiques et commerciaux. Donc le risque de déflagration à l'échelle mondiale n'est pas à exclure, d'autant que les États-Unis sont dans une situation d'agressivité extrêmement forte vis-à-vis du monde sur tous les plans. Je rappellerai que ce qui se passe au Moyen-Orient, donc dans les pays qui entourent la Palestine, ne date pas d'hier. Oui. Je rappellerai que les accords de Sykes-Picot datent de mai 2016 et qu'une année après, en novembre 2017, on a eu la déclaration Balfour qui avait fait la promesse aux sionistes de leur octroyer un foyer sioniste en Palestine. Donc le jeu occidental, d'une manière générale, est assez cohérent dans leur démarche de domination du monde à travers le contrôle de ce qu'on appelle en géopolitique le Rimland, donc tout ce qui entoure le Kurland, le Heartland, donc la Russie, l'URSS, qui est stratégiquement l'ennemi mortel de l'Occident. Donc sur le jeu géopolitique, effectivement, le jeu se joue maintenant dans la domination d'une zone qui est extrêmement importante et la contrôler finalement peut équivaut pour l'Occident de contrôler le monde. Et ce qu'on a vu en termes de velléité peut-être de restructuration des instances internationales pour les rendre plus équilibrées s'avérera indubitablement impossible. Le principe, on l'a vu par exemple en termes de comportement des blocs et des pays vis-à-vis de ce qui se passe en Iran maintenant, c'est qu'on a bien compris que le fameux adage qui dit qu'il n'y a pas d'amis et il n'y a que des intérêts à l'échelle internationale est encore une fois prouvé. Donc la Russie, pour l'instant, en situation de retrait stratégique, sûrement pas en termes de retrait final, mais de retrait stratégique,
en position d'attente et d'échange d'informations qui, semble-t-il, apportent une aide intéressante aux forces iraniennes pour se défendre. La Chine, qui est aussi en position d'attente, qui est peut-être la plus touchée par ce qui se passe au Moyen-Orient et vis-à-vis du détroit d'Ormuz, vu que peut-être 70% à 90%, 60 à 70% de ces approvisionnements en gaz et en pétrole proviennent de cette région. Oui. Donc, quelque part, c'est aussi une guerre qui est menée à la Chine d'une manière indirecte, puisqu'au final... Imaginez que la Chine a d'autres cordes à faire jouer justement à son arc pour pouvoir tenir d'autres alternatives. Quelles que soient les réserves qui se sont faites, je ne pense pas qu'elles pourraient résister à une fermeture durable du détroit d'Ormuz. Même si sur le plan stratégique, l'axe Indo-Moyen-Orient-Europe pourrait se construire pour contourner le détroit d'Ormuz en passant par l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas à court terme que ça va se passer et ça va se dérouler. Donc les enjeux à court terme sont très importants et on peut assister à un effondrement de certaines économies très sensibles aux approvisionnements en gaz et en pétrole et aux routes commerciales qui transitent par ces endroits-là. Rappelons qu'il ne s'agit pas uniquement du détroit d'Ormuz. Il y a 3 passages maritimes clés dans cette région, à savoir le passage de Bab el-Mandeb et également le détroit en Égypte de... j'ai perdu de Suez, voilà, pardon. Voilà. Oui, non, effectivement. Le canal de Suez, pardon. Voilà, c'est une zone qui est extrêmement sensible et qui va impacter, et qui impacte de toutes les façons sur l'économie mondiale. Et s'il y a une récession à l'échelle mondiale, l'Europe est en partie touchée. On sait qu'un pays comme l'Allemagne tourne autour de 0% de croissance depuis 3 ans. L'Europe est fondamentalement endettée, subit une récession avec des possibilités d'une recrudescence du chômage. Donc les populations dans ces pays-là aussi sont en train de consolider leur opinion publique pour contrecarrer ces velléités d'agression. On sait qu'aux États-Unis, autour de 60% des sondés américains se déclarent contre cette agression. Donc les populations aussi pourraient à un moment donné se manifester pour exprimer leur désaccord, et cela, effectivement, n'est pas souhaité de la part des gouvernants occidentaux. Et on le voit à travers les réticences, entre guillemets, que donnent à voir certains pays européens, pour ne pas s'aligner d'une manière tout à fait automatique sur la ligne atlantique ou sur les visées en termes de coopération dans le cadre de l'OTAN. Donc les enjeux sont très importants. Maintenant, on pourra voir peut-être tout à l'heure quel est le véritable potentiel de l'Iran de résister. Est-ce qu'elle pourra effectivement... C'est un débat que l'on a très peu dans les médias. Effectivement. Voilà, il convient de... Effectivement, ça reste, et en même temps, un pays comme l'entité sioniste, c'est un pays qui n'a... un pays, je dis ça entre guillemets. Oui, une entité. L'entité n'a aucune possibilité de survie en dehors des Américains. Exact. Si jamais les Américains arrêtaient leur logistique militaire et d'appui comme ils le font, l'entité va s'écrouler au bout d'une semaine. Donc c'est un enjeu qui est aussi à l'échelle planétaire. Et quelque part, c'est une sous-traitance des velléités américaines qui jouent... à mon avis, ce n'est pas une incohérence entre le discours de l'entité qui vise à agir de manière forte et le discours, disons, trumpiste ou républicain qui vise à atténuer. On passe par attaquer tout ce qui est arsenal nucléaire, ensuite balistique, ensuite changer de régime, ensuite rechercher un régime plus modéré, on pourrait l'accepter. Mais c'est un partage de rôle. Je vous assure, moi je ne crois pas à cette dissension entre les deux. L'un a une vision sioniste qui est claire d'occuper le maximum du territoire au Proche-Orient. L'autre a une vision hégémonique à l'échelle mondiale où, en parallèle, il doit aménager une opinion publique américaine qui est extrêmement contraire à toutes ces velléités d'agression et d'impérialisme et qui est contraire à toutes les promesses qui leur ont été faites
durant les campagnes électorales ces dernières années. Exact. Donc c'est ce double jeu où sur le terrain, on est dans l'agressivité totale, et sur le plan du discours, on cherche à aménager des mots qui visent à atténuer, à rendre l'opinion publique moins vigilante. Et cela se verra peut-être, on verra l'issue peut-être assez rapidement. Très bien, merci docteur Bacha. Et, vous aviez à l'écran tantôt le sud, la banlieue sud du Liban, ou de Beyrouth, la capitale libanaise, où le Hezbollah annonce riposter depuis quelques minutes à des tentatives d'incursion sionistes, notamment dans la région de Bouabt Fatma, sur les frontières avec la ville de Kfar Kala, notamment avec une salve de missiles. Mahdi Boukaouma, je reviens vers vous. Plusieurs sources des bombardements l'ont fait signe également sur le sud de Beyrouth, sont en cours actuellement. Mahdi Boukaouma, je disais donc que plusieurs sources médiatiques sérieuses indiquent que l'entité sioniste et le Mossad organisent actuellement des opérations sous fausse bannière, connues sous le terme de False Flag Operations, consistant bien entendu en des attaques contre les pays voisins de l'Iran, notamment ceux du Golfe. Est-ce une preuve de plus que le véritable objectif de cette guerre serait de déstabiliser durablement la région au profit d'un projet au contour messianique? Docteur Bacha vient de le préciser, le Grand Israël en l'occurrence, alors que ce qui est mis en avant par la rhétorique et le storytelling occidental, c'est la prétendue sécurité de l'entité sioniste. Si vous parlez de ça, il faut bien rappeler les propos du Premier ministre sioniste lors de ses déclarations depuis 2023, et même récemment de son ministre économique, où il a rappelé si on parle de Beyrouth, qu'elle allait ressembler à Khan Younes. Oui. Il faut aussi donner de l'importance au concept et aux mots qu'on dit, parce que le Premier ministre sioniste de l'entité sioniste a parlé sur une guerre existentielle. Ça veut dire, il a parlé aussi en 2023 ou 2024 que la géographie du Moyen-Orient va changer. Là, on voit que l'entité sioniste a un projet, c'est la séparation et remettre en cause l'État-nation au niveau du Moyen-Orient. Parce que si on parle ce qu'ils veulent faire dans beaucoup de pays au Moyen-Orient, c'est la remise en cause des États-nations, c'est les Sykes-Picot 2. Et même l'Iran, on parle des Kurdes et tout ça, c'est la déstabilisation des États, c'est la remise en cause des frontières, des nations et surtout de leurs frontières, tout ça. C'est la déstabilisation de ces États et surtout mettre le grand chaos, parce que maintenant l'objectif de l'entité sioniste, c'est faire un grand chaos et aussi étendre sa puissance, et c'est une extension qui n'a pas de limite, parce que si on parle... Le président américain indiquait récemment que les cartes de l'Iran devaient changer. C'est là le plus dangereux, c'est remettre en cause les États-nations du Moyen-Orient, parce qu'on veut changer les frontières et on veut changer les États, et là c'est très dangereux pour l'avenir sécuritaire, et c'est ça qui pousse aussi à revoir la politique sécuritaire de beaucoup de pays du Moyen-Orient. C'est comment faire une sécurité commune et surtout une sécurité souveraine des pays du Moyen-Orient pour faire face au niveau. Et si on parle aujourd'hui des grands défis, vous avez bien parlé du détroit d'Ormuz, mais il faut rappeler aussi, il y a le grand défi de la mer Rouge. On a vu en 2023, en 2024, comment les Houthis ont eu des conséquences sur l'économie mondiale, sur la navigation. Imaginez, jusqu'à aujourd'hui, l'Iran n'a pas utilisé la carte des détroits, il n'a pas utilisé toutes ces cartes. Là, ça commence à devenir très dangereux pour Elle a annoncé tout de même la fermeture depuis quelques jours du détroit d'Ormuz. C'est très dangereux. Surtout, on a parlé d'interdépendance. Les navires marchands ont même été ciblés, qui ont tenté justement de Là, c'est le volet de l'interdépendance économique, mais il y a aussi le volet d'interdépendance sécuritaire, parce que là, si on prend le Moyen-Orient comme bloc, c'est un complexe sécuritaire régional, il y a une interdépendance sécuritaire, parce que dès qu'un pays est touché, l'autre est touché. Là on est entré dans un engrenage. Chaque jour, il y a des nouveaux acteurs. Et aussi, vous avez parlé, l'entité sioniste joue la carte d'impliquer beaucoup d'acteurs, et surtout la division. Tout ça crée le grand chaos, et malheureusement, l'avenir d'unité de certains États-nations au Moyen-Orient est remis en cause, parce qu'il joue cette carte de la déstabilisation des pays, et aussi d'insertion de nouveaux acteurs, et là ça devient très dangereux pour l'avenir.
Merci Madi Boukao. Miret Zeki, la dernière séquence à laquelle on assiste dans cette guerre, c'est bien entendu l'opération terrestre sur l'Iran qui est annoncée depuis quelques jours. Est-ce que c'est en soi un aveu d'échec, je le disais, compte tenu du fait que les frappes aériennes n'ont pas fait plier l'Iran? Et le plus important à savoir, qui composera ces troupes? Évidemment, c'est un aveu d'échec, d'inefficacité. Face au blocage du détroit d'Ormuz, il n'y a qu'une intervention terrestre apparemment qui pourrait leur permettre d'essayer de contrôler le détroit, puisqu'ils ont aussi promis qu'ils allaient faire ça. Ils ont peut-être parlé trop vite. Mais aujourd'hui, on parle de 150 000 Kurdes prêts à se battre au sol pour le compte des États-Unis et d'Israël avec le soutien de la CIA, en échange d'une promesse d'État le jour où on pourra enfin contrôler et démanteler l'Iran. Tout ça est extrêmement hypothétique. Aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, effectivement, c'est une guerre sale avec des opérations sous faux drapeau, des peut-être fausses attaques de drones non identifiées qui peuvent être attribuées à un tel ou un tel pour semer le chaos, pour mettre les pays du Golfe contre l'Iran, qui doit ensuite s'excuser, mais qui doit quand même maîtriser les bases américaines. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est vrai que ces interventions américano-israéliennes ont vraiment commis une destruction systématique des États du Moyen-Orient pour que jamais un État, une puissance régionale ne puisse vraiment émerger, se développer, évoluer. On a vu l'Irak détruit, le Liban, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, des pays laissés dans un état chaotique, leur développement empêché, des factions qui prolifèrent avec des armes à l'abandon, d'un État effondré. Donc tout ça, les gens l'ont vu. Et les Iraniens aussi, et ils vont s'en souvenir de plus en plus, alors que le doute maintenant est en train de se développer dans leurs esprits face au bombardement pour le moins non chirurgical, désordonné, qui détruit des grands pans du pays, suite à la mort des 165 petites filles dans une école. Oui. Qui n'a causé que de l'indifférence du côté israélo-américain. On commence à voir exactement des scénarios qu'on connaît se reproduire. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Israël, cette situation est très, très négative parce que depuis la guerre à Gaza, ce pays est infréquentable et Israël survit grâce au fait que c'est un hub qui se voulait rivaliser avec les hubs arabes, devenir une destination d'investissement, de tourisme, de culture, etc. Et ça, c'est complètement raté maintenant depuis octobre 2023 quand même. Et ça pourrait se prolonger. Ils ont sacrifié leur infaillibilité en échange d'un gain futur, l'accomplissement de cette expansion impérialiste et colonialiste qui est extrêmement coûteuse, qui ne s'accomplit pas, qui aux États-Unis rencontre une certaine opposition politique, un endettement extrême. Et donc aujourd'hui, plus important encore, les investisseurs, ils ne sont pas contents. Les marchés d'actions chutent partout dans le monde. Il n'y a aucun gain pour l'instant, à part pour les titres de l'armement. C'est vrai que si vous regardez le titre de l'armement israélien, c'est Elbit Systems, la principale boîte qui construit l'armement, qui a fait énormément de morts à Gaza et qui fait aujourd'hui des morts en Iran. Elle a gagné 300% en bourse depuis la guerre à Gaza et 16% depuis les frappes sur l'Iran. Et des groupes d'armement américains comme Lockheed Martin, oui. Northrop et Raytheon, etc., General Dynamics gagnent entre 5 et 7%. Mais c'est peu de choses pour l'instant pour les profiteurs de guerre, pour ceux qui voulaient cette guerre. Personne pour l'instant n'y gagne. Et surtout, le pétrole qui monte à $90, c'est un peu une catastrophe quand même. $94, Miret Zeki. Voilà. Ouais. Donc, énorme, flambée totale. C'est vrai qu'il était à $140 pendant la guerre en Ukraine, mais là, on pourrait y arriver parce que ça se prolonge. Et nous tous, on verra l'impact à la pompe à essence quand on ira faire le plein. C'est-à-dire, on provoque une inflation mondiale, ça va faire énormément de mécontents. Ce début d'année, on avait eu la chance que l'inflation avait baissé, que le pétrole était très très bas, descendu à 50, et ça repart. Donc, le coût, il est maintenant porté par nous tous. Chacun de nous, contribuables citoyens, paye le prix de cette guerre qui se prolonge tous azimuts, qui fait flamber les matières premières. On va le voir partout, sur tous les prix. Et l'opinion mondiale est vouée
à protester, à s'opposer à ce qui se passe de plus en plus. On le sent. Si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, on commence à vraiment voir un basculement, y compris dans les grands médias comme le Financial Times et même le Figaro. Je trouve qu'ils font des titres assez hostiles à cette guerre, assez critiques. On n'y est pas encore sur les chaînes de TV françaises, évidemment. On a des gens qui font un peu les commentateurs sportifs des exploits de Trump et de Netanyahou, mais ça peut plus durer. On sent que c'est en train de prendre l'eau, tout ça, parce que pour moi, je peux vous dire, ma pensée fondamentale, c'est que l'Iran pourrait être le Poitiers de l'Occident. Vous savez que Poitiers a souvent été évoqué parce que c'était la ville où les Francs avaient vaincu les Maures, les Arabes, les musulmans, en 732. Stopper l'avancée, oui. Les musulmans. Voilà, on avait dit, heureusement, ils avaient reculé jusqu'à l'Espagne, ils ne sont plus jamais revenus en France. Alors, on adore dire ça. Et ben moi, je dis aujourd'hui, l'Iran, ça pourrait être le Poitiers où l'expansion occidentale va être définitivement stoppée, tout simplement parce que c'est un trop gros morceau et qu'on a gonflé la propagande à propos d'une puissance américano-israélienne qui ne semble pas réussir avec les guerres aujourd'hui et tout ce que ça nécessite. En termes de renseignement, d'intervention terrestre, de capacité de missiles, etc. C'est beaucoup trop complexe, surtout si on a cet embrasement multiple régional. Mérad Zeki, on voit à l'écran la banlieue sud de Beyrouth qui subit une nouvelle salve de frappe sioniste. L'armée sioniste vient tout juste d'annoncer de nouveaux raids sur la banlieue sud de Beyrouth en Iran, comme on le voit à l'écran en direct. Faisal Isdaren, alors après une semaine de guerre, les Nations Unies sont le grand absent. Le Conseil de sécurité, il faut le dire, il faut le préciser, depuis que l'Algérie n'en fait plus partie, semble se soucier peu du sort de la paix et de sa sauvegarde dans le monde, et dont c'est la principale mission, rappelons-le. Est-ce que cette guerre va signer l'arrêt de mort en quelque sorte du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale et consacrer peut-être de nouveau la relation, plutôt la théorie des relations internationales selon Raymond Aron, c'est-à-dire un monde anarchique où la guerre est toujours possible? Certainement, depuis quelques années, ce qu'on appelle le système westphalien qui se constitue sur le droit international, du respect de la légalité internationale, de la résolution des conflits par les voies pacifiques, diplomatiques, est révolu. L'un de vos invités a dit que on est devant l'émergence d'un nouveau ordre international, et c'est, à mon avis, c'est cela, c'est-à-dire comme disait Antonio Gramsci, l'intellectuel italien, l'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir, et on est dans l'obscurité totale. Oui. C'est-à-dire l'Algérie avec ses positions qui sont sages, qui sont quand même mesurées, malgré la complexité de la conjoncture internationale. Voyons juste le dernier communiqué du MAE, du ministère des Affaires étrangères algérien, concernant ce qui se passe en réaction à la guerre en Iran, ce que je considère comme un communiqué mesuré, intelligent et sage, mais il est vrai que malheureusement, avec les agissements de la nouvelle élite à la Maison-Blanche, issue de la Heritage Foundation, la trop conservatrice, eh ben, ils veulent anéantir, ou bien rompre, ou compromettre plutôt, ce système qui voulait préserver la légalité internationale, le respect du droit international et l'établissement de la loi du plus fort. Merci. 30 secondes avant de marquer une courte pause. Mehdi Boukao, moi je sais que la question vous intéresse. Depuis que l'Algérie n'est plus au Conseil de sécurité, plus personne ne se soucie de la paix dans cette assemblée des 15 membres.
Il faut rappeler le rôle de l'Algérie. Surtout, il y a eu le communiqué des ministères des Affaires étrangères. Il faut rappeler les appels téléphoniques qu'a passé M. le Président de la République pour appeler toujours à la médiation, à la voie diplomatique. Il faut rappeler toujours le rôle de l'Algérie qu'a appelé toujours à la médiation internationale et régionale et aussi à la souveraineté des États, au respect. Parce que maintenant, ce qui a poussé à l'élargissement de ce conflit, c'est le non-respect de la souveraineté des pays. S'il y avait le respect de la souveraineté des pays et la non-ingérence dans les affaires internes des pays, il n'y aura pas ce conflit malheureusement au Moyen-Orient. Merci Madé Bouka. Mesdames et messieurs, une dernière pause avant de revenir au débat pour cette couverture spéciale de la guerre au Moyen-Orient qui continue. Troisième et dernière partie de cette édition spéciale consacrée à notre couverture. On continue de la guerre au Moyen-Orient. Achraf Laïdi, expert international en marché financier, vient de nous rejoindre en direct depuis Londres. Bonsoir Monsieur Laïdi, merci de nous avoir rejoints. Alors première question, comment ont réagi les marchés internationaux, les places financières internationales à cette guerre après une semaine de son déclenchement? Bonsoir. Je veux faire une remarque étrange. Moi, comme un participant dans les marchés de bourse, ce week-end du 7 mars, 8 mars 2026, c'est tout à fait le contraire du week-end du 7 mars et 8 mars 2020. Ce qui s'est passé en 2020, le monde a commencé à subir les problèmes de la corona, de Covid. Ici, à Londres et en Europe, ils ont encore pas fermé l'économie. Mais ce qui s'est passé, le week-end du samedi, mars 7 2020, l'Arabie Saoudite a décidé de ne pas couper la production malgré la chute du prix du baril. Oui. Parce que l'Arabie Saoudite a décidé de vaincre leurs compétiteurs américains de shale oil. Oui. Parce que le coût de production de l'Arabie Saoudite, c'est à 10 et 12 dollars par rapport aux Américains qui étaient à 40. Alors, tout le monde se croyait que, avec la chute de pétrole de 2020 à cause de Corona, les Saoudiens, ils allaient couper la production. Et quand ils ont refusé de faire ça, le prix de baril, ce lundi, le 9 mars, le prix de baril a chuté 40%. Exactement 6 ans plus tard, ce week-end de mars 7 et 8 2026, on voit exactement le contraire. Le prix de baril, dans une semaine, qui grimpe, qui hausse 40%. Oui, à 94 dollars. À part ces choses étranges des cycles, parce que les cycles ils sont très importants, bon, et je m'excuse de ne pas être présent dans la discussion, mais moi, comme un trader dans les marchés de bourse et tout ça, le problème qui se passe maintenant, c'est pour les États-Unis. Les États-Unis, ils ont quelque chose qui s'appelle the SPR, Strategic Petroleum Reserve. Oui. Ce sont les réserves stratégiques de pétrole, ce que les États-Unis ont besoin d'utiliser en cas d'urgence. Alors, maintenant, la capacité de ces réserves, ça s'est arrivé à 400 millions de barils. Le record, c'était à 714 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie 400 millions de barils? 400 millions de barils, c'est l'équivalent de quoi? De 20 jours de consommation américaine. Alors maintenant, on a le prix de l'essence qui est à 3,32 $, le prix de la pompe d'essence aux États-Unis. Oui, du gallon d'essence, oui.
Le gazon d'essence, $3, c'est le plus haut depuis septembre 2024. Vous avez la moitié des Américains, du public américain qui est contre la guerre. Les autres, ils sont plutôt plus ou moins avec au son. Mais il y aura quelque chose qui s'appelle les élections de mi-mandat. Congrès. De mi-mandat. Midterm elections. 8 mois. Oui, midterm elections, dans 8 mois. Alors vous avez, regardez, ça c'est très important. Vous avez la priorité de Trump qui est en train to run on a foundation. Il est en train d'opérer sur une plateforme de la priorité de quoi? Affordability of the consumers. Oui. Il a pris quelque chose de Mamdani. Comment un musulman socialiste qui devient maire de la plus grande ville, New York en l'occurrence, oui. Le plus grand symbole de capitalisme, parce que sa campagne électorale était de vous promettre the affordability, pour vouloir couvrir les coûts quotidiens parmi le public. Et c'est ce que exactement Trump veut faire. Mais quand on a ce problème-là, et si cette guerre va traîner, et si les États-Unis vont continuer de refuser de prendre de ses réserves, ça va hausser le coût du pétrole, mais il faut rester avec moi là. Oui, bien sûr. Ça va causer des forces inflationnistes, inflationnistes, ce qui veut dire que la Banque centrale américaine ne va pas faire ce que Trump est en train de leur supplier de faire, et que vous pouvez pas réduire les taux d'intérêt quand vous affrontez des risques d'inflation. Et si la Banque centrale ne sera pas capable ou peut pas couper les taux d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le revenu, the yields, le coupon des bons d'obligations du gouvernement. Les obligations, les titres d'obligation, oui. Les quoi? Les titres d'obligation américains. Oui, mais pas le prix des titres, c'est le revenu, c'est the yields, it's the return. Et ce yield-là, ça représente quoi? Ça représente, M. Khayreddin, ce yield, ça représente le taux d'intérêt de la carte de crédit, de la dette des États-Unis, qui est maintenant arrivé à, devinez combien? 3000... 1 trillion de dollars. 1 trillion, d'accord. Oui, ça veut dire les dépenses du gouvernement américain juste pour payer la dette, ils dépassent les dépenses de défense. Imaginez, si l'inflation revient aux États-Unis, comme on a vu en 2022, les taux d'intérêt vont être à la hausse, et ce monsieur Trump, qui a couru sur la plateforme de affordability, tout le contraire va arriver. Et je ne parle pas du constat de la Cour suprême qui a décidé que les tarifs que les États-Unis a imposés sur les compagnies américaines, il faut rembourser 170 milliards. Alors, on peut parler des enjeux entre le Proche-Orient, les États-Unis, Dubaï, Émirats, le problème économique. On peut parler de la perte d'énergie pour la Chine. Mais moi, ce qui me concerne, c'est quand on voit ça, si cette guerre va traîner 10 jours de plus, ça va poser de sortes de réverbération dans la bourse, en commençant avec le prix du pétrole, et après, ça va circuler dans les stocks, dans les actions, et notamment le secteur de AI. Et le secteur de AI, les plus grands financiers du secteur AI américain, c'est qui? C'est les Émiratis ou les Saoudiens. Merci Achraf Laïdi, restez avec nous. Nous allons également analyser dans quelques instants avec vous l'impact de cette guerre à long terme, si jamais elle venait à s'inscrire sur le long terme, sur la finance mondiale, mais particulièrement sur les banques. Docteur Bacha, parlons encore d'économie. Alors depuis le début de cette guerre, nous en parlions tout à l'heure, nous parlons peu
de l'économie iranienne sous embargo depuis de longues années. Quel est le modèle économique iranien? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement? Quels sont ses piliers et quelle est sa capacité de résilience si la guerre devait durer longtemps? D'autre part, est-ce que vous pouvez également nous faire un état des lieux d'une économie mondiale avec un détroit d'Ormuz fermé durant une longue période? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, je crois que l'économie iranienne peut constituer une sorte de modèle de résilience qui, à la base, à l'instauration de la République islamique, l'idée de constituer une économie qui résiste aux chocs extérieurs, notamment en cas d'agression militaire qui était probable depuis une cinquantaine d'années. Cette économie s'est construite autour de cette idée d'abord d'encourager l'autosuffisance alimentaire et industrielle, de créer une industrie qui permet de répondre aux besoins internes à travers la substitution aux importations, qui est un élément majeur de l'économie iranienne et de son industrie. L'un des points forts de cette économie, c'est d'être arrivé à construire une économie hors hydrocarbures qui est relativement assez consistante et assez substantielle. On considère que les exportations iraniennes sont de l'ordre de 100 milliards. 50% sont des exportations hors hydrocarbures. Ce qui est de l'ordre de 50 milliards. Notamment de l'armement. L'armement, la sidérurgie, le ciment, donc un certain nombre d'éléments d'industrie lourde et d'autres industries qui finalement permet au pays de ne pas dépendre d'une manière cruciale dans son fonctionnement des hydrocarbures qui constituent le cœur de cette économie. En termes de structure du PIB, on retrouve les hydrocarbures à hauteur à peu près de 20 à 25%, ce qui est relativement important, mais contrebalancé par une industrie hors hydrocarbures de transformation manufacturière qui est aussi de l'ordre de 15 de l'agriculture également. L'agriculture, elle est de l'ordre de 10%. Mais bon, l'agriculture est encore une agriculture assez de subsistance finalement. C'est beaucoup plus des petites exploitations et qui subissent en partie le stress hydrique d'une manière assez importante. Donc c'est une économie de résilience, de résistance qui est à dominance d'hydrocarbures puisque le gros des revenus viennent de là, mais en même temps avec une construction en parallèle d'une industrie de transformation, par exemple dans l'automobile, grâce au partenariat qu'ils ont réussi à nouer avec Renault et Peugeot, ils produisent de l'ordre de 500 000 véhicules par an, ce qui n'est pas négligeable pour une économie en voie de développement. Le petit, travers qu'on peut leur reprocher, c'est peut-être la non-maîtrise de l'inflation, qui reste assez élevée, de l'ordre de 40 à 45%, qui pénalise fortement le pouvoir d'achat des Iraniens, mais qui en même temps... la valeur de la monnaie iranienne. Voilà, de l'ordre de 60% en 4 ou 5 ans. Mais en parallèle, il y a un effort très important qui est fait par l'État iranien en termes de subventions. C'est un des niveaux, par exemple, d'essence parmi les plus bas au monde, avec l'Algérie d'ailleurs. Et donc, c'est une économie résiliente, mais qui s'est construite sur un secteur public et parapublic très important, qui contribue de l'ordre de 70 à 80% au PIB de la nation. Et donc avec des IDE qui sont extrêmement ciblés et qui contribuent réellement à la mise en place d'une armature industrielle assez consistante. Et aussi avec un endettement qui est assez faible. C'est de l'ordre de 20 à 25% du PIB, ce qui est relativement très gérable pour un pays. Donc globalement, ces qualités permettent à cette économie d'être résiliente et peut-être de résister à un certain niveau à des agressions de ce type qui sont faites par des coalitions internationales extrêmement surpuissantes. Donc c'est une économie qui peut résister, mais en même temps qui reste globalement au seuil de l'émergence. Avec un PIB qui est de l'ordre de 400 milliards et un PIB par habitant qui est de l'ordre de $4 000, qui ne lui permet pas encore de prétendre passer dans la catégorie des pays émergents.
Mais globalement, ils sont sur une voie, s'il n'y avait pas ce type de travers d'agression, sur une démarche qui n'est pas négligeable en termes d'industrialisation. Très bien. Merci, docteur Bacha, Mirad Zaki, avant de revenir à Ashraf El-Haïdi, comment réagissent les valeurs refuges monétaires ou même l'or à cette guerre après une semaine, notamment en Suisse, qui, je l'imagine, regarde d'un œil très attentif ce qui se passe dans cette région du monde. Oui, on va en parler tout de suite, mais c'est vrai qu'il faut quand même souligner que ce pays, l'Iran, subit donc un embargo extrême depuis 45 ans qui s'est progressivement élargi. Au début, c'était les États-Unis, et les États-Unis ont ensuite réussi un véritable exploit, c'est de faire qu'aucun pays n'ait vraiment le droit de commercer avec l'Iran, et les pays qui commercent avec l'Iran aujourd'hui, mais ils sont quand même des adversaires des États-Unis. Soit ils sont sur liste noire du département américain, soit ils sont comme la Chine ou la Russie, ils sont pas des pays alliés. Alors que ce problème devait être réglé par l'accord de 2015, rappelez-vous. Non, parce que l'embargo, il n'a jamais cessé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque qui traite avec l'Iran, elle perd l'accès potentiellement au système financier américain. Je veux dire que c'est quand même... l'Iran a été empêché de se développer, si vous voulez. Il ne peut pas vivre de son pétrole correctement, il est forcé de le vendre à des prix réduits, il doit le faire par des circuits clandestins, ça a fortement appauvri la population, créé cette hyperinflation et cette hyper-dévaluation qu'on reproche au régime. Je pense que le régime des mollahs, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais de lui attribuer un échec, alors que c'est entièrement dû aux sanctions les plus sévères qu'un pays puisse supporter, c'est pas tout à fait juste. Et c'est vrai qu'on a tous pour habitude de dire qu'il y a une hyperinflation, c'est terrible, la monnaie iranienne s'est énormément dévaluée, ils n'auraient plus à s'acheter les denrées de base. Oui, mais ces sanctions-là, aucun pays ne les aurait supportées. C'est ça la chose. Voilà. Maintenant, les valeurs refuges, évidemment, il y a une grosse ruée sur l'or. Alors, l'or coté en bourse, il fluctue énormément. Il a au début énormément progressé, puis ensuite il s'est un peu détendu. Aujourd'hui, il est à combien? À 5100, pardon, 5171 $ l'once, c'est quand même très, très, très impressionnant, mais il était allé au-dessus, il avait touché 5300. Mais surtout en Suisse, ce qu'on voit, c'est des Suisses qui se précipitent vers leur banque pour s'acheter des pièces et des lingots d'or, et que le temps d'attente est tellement long maintenant qu'il atteint 2 semaines, tellement il y a un afflux de gens qui craignent finalement, ils imaginent que tout est possible, je veux dire. Et à la fin, c'est des valeurs tangibles qui restent, parce que si quoi que ce soit arrive, que l'électricité n'est plus disponible parce qu'il n'y a pas d'énergie et qu'on coupe le courant, on coupe les connexions Internet, eh ben, vous et moi, on ne possède plus rien en réalité. À cause de notre technodépendance, la valeur tangible qui reste à la fin, c'est l'or. Et donc, évidemment, l'afflux sur ces pièces et lingots qui ne se voient pas autant qu'elle devrait sur les prix officiels de l'or sur les marchés, est énorme. Mais il faut dire que l'or a quintuplé ces 20 dernières années contre toutes les monnaies. Il vous faut 4 fois plus d'euros pour acheter la même once d'or qu'il y a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, si on avait acheté des onces d'or, on se serait bien enrichi. Eh bien, des guerres comme l'Iran, elles créent cette incertitude, et c'est pas dans les billets de banque, dans ces moments-là, qu'on a le plus confiance. Merci Mirad Zaki. Rapidement, très rapidement, si vous le voulez bien, Ashraf El-Haïdi, pour qu'on puisse donner le mot de la fin à Faisal Isdaren et Mahdi Boukaouma. L'impact, je le disais, de la guerre, si elle venait à s'inscrire sur le long terme, sur la finance mondiale, notamment sur la City, que vous connaissez bien, comment elle réagit à cette guerre, et également quelles seraient les implications d'un retour programmé de l'inflation et ses conséquences sur l'économie mondiale. Ashraf El-Haïdi. Si la guerre va durer au moins 2 semaines, 2 semaines, au moins 2 semaines de plus, ça va être un désastre. Un désastre, ce qui va commencer avec les bons d'obligations. Il y avait des news ce week-end que les bons d'obligations américains
britanniques ont chuté, mais il faut qu'on parle de quelque chose. Comme quelqu'un de personnel qui fait le trading au jour le jour, le pétrole dans l'or qui a eu son moment sous le soleil, ces derniers jours, il a perdu de sa force. Il était à 5400, maintenant il est à 5600. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui s'appelle le playbook, le safe haven playbook. Quand il y a des problèmes, le pétrole qui grimpe, l'argent qui s'enfuit des actions, ils vont au refuge des obligations américaines. Oui. Les obligations américaines, ça veut dire dans le dollar. Et quand le dollar bénéfice, on a vu la chute de l'euro, on a vu la chute du pound et la chute de yen. Parce que les yens, les Japonais, ce sont les plus grands consommateurs de pétrole. Oui. Alors, on est en train de voir une hausse temporaire dans le dollar qui provoque une chute ou un pullback dans l'or, mais il faut parler de l'Iran. L'Iran, le plus gros cadeau que l'Iran et la Chine ont eu, c'était en 2015 et après en 2022. Quand les États-Unis ont commencé à militariser le dollar, ils ont forcé la Chine à créer l'alternative de SWIFT. Le SWIFT, Cross-Border Interbank, le SWIFT, c'est le système de transfert bancaire en dollars. Les Chinois ont créé leur propre SWIFT, c'est China Cross-Border, à travers lequel les Iraniens, les Russes qui fuient les sanctions de 2002 sont en train d'utiliser. Alors, on n'a pas besoin d'attendre un mois, ça suffit que 2 jours, parce que dans 24 heures, les marchés vont ouvrir, et si on va voir le pétrole de Brent sur $120, sur $100, premièrement, et si ça dure au moins 5-6 jours, ça va être un petit problème. Merci Achraf Laïdé. Très rapidement, votre avis sur la situation économique, Faisal Isdaren, notamment en ce qui concerne ce continent européen éternel convalescent depuis la crise de la Covid. Faisal Isdaren, est-ce que vous... Oui. Alors sur ce point, je reprends une déclaration un constat d'un journaliste, d'un ancien journaliste du Idiot Aharonot, Alon Mizrahi, qui disait que après cette guerre, la domination américaine dans l'Asie de l'Ouest ne sera plus comme avant. Les États-Unis certainement perdront du terrain, perdront leur domination, que ce soit militaire, économique aussi, sachant que le détroit d'Ormuz est réellement fermé jusqu'à nouvel ordre. Oui. Et sur ce point-là, peut-être mes collègues économistes peuvent le décrire mieux que moi. Il y a les frais d'approvisionnement qui augmentent, les tarifs d'assurance qui augmentent, notamment. Et aussi une bonne partie de l'économie mondiale est grippée actuellement. Et si cette guerre continue, se poursuivre dans les prochains jours, les prochaines semaines, on sera inéluctablement devant une crise économique mondiale qui va au-delà du secteur des hydrocarbures. Merci Faisal Isdaren, Mahdi Boukaouma. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de vous donner le dernier mot. Ce sera une prochaine occasion. Merci tout de même d'avoir été avec nous. Je rappelle l'expert en relations internationales, Dr Mohamed Bacha, docteur d'État macroéconomie, ancien ministre d'Industrie algérien. Mirad Zaki, journaliste abli, qui était quant à elle direct avec nous depuis Genève. Faisal Isdaren, docteur en sociologie politique depuis Paris et depuis Londres. Achraf Laïdé, expert international au marché financier. Merci mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Al 24 News.